Ça arrive plutôt souvent en physique statistique ou en mécanique quantique qu'on nous donne une distribution statistique, ici en l'occurrence une distribution gaussienne, et qu'on nous demande de déterminer à partir de cette distribution tout un tas de quantités, de valeurs moyennes, d'écarts types, ce genre de choses. Et ici, cette distribution, elle correspond au modulo carré d'une fonction d'onde qui est liée à la probabilité de présence d'une particule quantique, a priori, le long d'un axe, ici représenté par la variable x, ce sera l'axe réel du coup. Donc on est dans un problème relativement simple de mécanique quantique, parce que c'est un problème du Griffith, mais en fait, ça pourrait être n'importe quelle, distribution. Ça pourrait même être juste un exercice sur les probabilités sans qu'on fasse référence à la mécanique quantique. Mais ici, ça permet d'illustrer une méthode qui va être assez récurrente en mécanique quantique, où pour chercher les observables, on va toujours prendre ce modulo carré de la fonction d'onde, donc cette distribution, et tout ce qui va changer, ce seront les intégrales qu'on aura à calculer. La méthode en elle-même, elle est assez générique, et donc on n'a pas trop à se prendre la tête là-dessus. Une fois qu'on connaît la méthode, bah, il suffit juste de calculer diverses intégrales. Donc on va résoudre ce problème pas, en passant par la première partie, qui va être la normalisation de la fonction d'onde. Ici, vous n'avez pas forcément le bouquin de votre côté, mais quand on nous dit d'utiliser l'équation 1,16 pour déterminer la constante A, bah, l'équation 1,16, en fait, elle correspond à hop, l'intégrale de la distribution le long de l'axe réel. Et dire que cette chose-là, on impose que ce soit égal à 1. Donc le but ici, c'est vraiment de normaliser la distribution de manière à ce qu'elle corresponde à une densité de probabilité. Pour faire ça, bah, on calcule cette intégrale en injectant dedans notre distribution. Et là, on peut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on aura à calculer des intégrales gaussiennes. Alors c'est peut-être bien de prendre une minute et de se mettre de côté une sorte de boîte à outils où on va rassembler un peu les résultats sur les intégrales gaussiennes qu'on connaît, dont on pourrait avoir besoin. Donc là, dans un premier temps, il faudrait peut-être connaître ce que ça fait que de calculer l'intégrale sur tout l'axe réel de exponentielle moins lambda u carré. Et cette chose-là, c'est un résultat qui est assez connu, vous pouvez chercher à le démontrer. C'est racine de pi sur lambda. Donc ici, ce qu'on fait apparaître, c'est une quantité qui est liée à l'écart type de la distribution, qui sera égal, il me semble, à 1 sur racine de lambda, ou quelque chose comme ça. On discutera ça tout à l'heure. Et ça, c'est un premier résultat. Pour l'instant, vous réalisez peut-être pas, mais on va aussi avoir besoin de calculer quelque chose comme ça. Donc, qui correspondra un peu au moment d'ordre 2 d'une quantité U, pondérée par une gaussienne. Cette chose-là, bah, en fait, ça correspond à dériver par rapport au paramètre lambda notre première intégrale. C'est pas forcément évident vu comme ça. Mais si on dérive l'exponentielle, on peut faire sortir un moins u carré, qui nous fera retrouver ce facteur-là dans l'intégrale. Bien sûr, sous réserve des bonnes conditions de convergence du facteur dans l'intégrale, mais ça, il n'y a pas de souci, parce que bah, c'est une gaussienne, ça converge, ça diverge assez rapidement à l'infini, donc il n'y a absolument aucun souci de convergence. Donc là, on peut faire les bons physiciens, physiciennes, sans se prendre la tête. Et donc ça nous permet de dériver notre résultat, donc le moins d à des lambda de racine de pi sur lambda, et cette chose-là, ça vaut 1 sur 2 lambda, racine de pi sur lambda. Avec ces deux résultats en main, normalement, on a de quoi faire notre exercice. Alors on peut retourner à ce calcul-là. Cette constante a ici, on peut la faire sortir de l'intégrale. Et ce qu'on peut faire éventuellement, c'est aussi poser que x moins a va être égal à u. De cette façon, vu que a c'est une constante, on translate x par une constante pour obtenir u. C'est juste une translation.
L'élément dx, il va pas changer, il va juste devenir du. Et donc ça va nous permettre d'écrire notre intégrale sous cette forme-là. Et ça, comme on le disait tout de suite, ça vaut racine de pi sur lambda multiplié par a. Et le tout vaut 1. Autrement dit, ce résultat, ça nous permet déjà d'obtenir que a, il est égal à racine de lambda sur pi. Et donc, que notre distribution ρ de x, une fois normalisée, elle va valoir racine de lambda sur pi fois exponentielle moins lambda x moins a, le tout au carré. Hop, qu'on peut encadrer. Donc c'est un résultat que vous allez retrouver assez souvent. Je veux dire, c'est une méthode que vous allez retrouver assez souvent, le fait de normaliser votre fonction de nombre de carré, donc votre distribution, de cette manière. Maintenant, on cherche à trouver les valeurs moyennes des observables. Alors, les valeurs moyennes des observables, on peut peut-être se poser une toute petite minute, et puis regarder la tête de la distribution ici. Ce machin-là. Si ρ de x, c'est une gaussienne, cette gaussienne, si on regarde bien, elle est centrée, pas en n'importe quelle valeur, mais en A. Donc, a priori, on devrait trouver que la valeur moyenne devrait être quelque chose comme un facteur A, par exemple. Ce serait pas étonnant de trouver que la moyenne de x est égale à A. Pour ce qui est de la valeur moyenne de x carré, on verra, peut-être pouvoir la relier à lambda d'une manière ou d'une autre. En tout cas, la dispersion ici, il y a fort à parier qu'elle soit reliée au facteur lambda ici, qui est lié, lui, dans tous les cas, à la dispersion de la gaussienne, à son écartement, à son étalement. On représentera dans la question C cette gaussienne et on recommentera ce point-là. Donc ici, dans un premier temps, trouver la valeur moyenne de la variable x, ça va revenir à calculer une certaine intégrale. C'est toujours comme ça. Hein. On a une question qui nous est posée, et ça revient à essayer de relier à une équation donnée pour trouver un résultat mathématique. Pardon. Ok. Cette valeur moyenne, ici, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x pondéré par ρ de x. Autrement dit, on vient pondérer en chaque point de l'axe la valeur x par un facteur ρ de x dx, par une mesure ρ de x dx. Et on somme, qui revient à calculer l'intégrale. On somme sur tout un continuum de valeurs. Donc cette chose-là, si on met notre distribution dedans, en gros, ça va nous faire racine de lambda sur pi fois x exponentielle moins lambda x moins a au carré dx. Et là, on va faire exactement le même changement de variable que tout à l'heure. Cette chose-là. De cette façon, je fais sortir le vecteur racine de lambda sur pi devant l'intégrale. X, du coup, on va le remplacer par u plus a. Et tout ça va être multiplié par exponentielle moins lambda u au carré du. Donc là, ça va nous faire deux intégrales. La première qui va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de u exponentielle moins lambda u carré du, et la deuxième qui va être le a qu'on peut faire sortir, parce que c'est une constante, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins lambda u carré, qui est l'intégrale d'une gaussienne. Alors, on va faire un petit commentaire, c'est que ici, on va se retrouver à calculer l'intégrale
sur un domaine symétrique d'une fonction f de u, qui est ici représentée par u exponentielle moins u carré, moins lambda u carré, pardon. Et cette fonction f de u, elle a comme particularité d'être impaire. Donc f de moins u égale à moins f de u. Et l'intégrale d'une fonction impaire sur un domaine symétrique, ça va être égal à 0. Donc on peut directement dire que ce facteur va s'annuler. Et ça, c'est assez pratique. Toujours, quand vous avez un domaine symétrique et une fonction impaire que vous intégrez sur ce domaine, systématiquement, le résultat sera 0. Vous pouvez la calculer numériquement par changement de variable, il n'y a pas de souci. Vous posez u carré qui est égal à grand X, donc vous allez avoir 2u du qui va être égal à dx, et vous faites votre changement de variable, vous calculez votre intégrale, vous allez vous rendre compte que ça s'annule, en prenant l'habitude, et en utilisant ce petit trick qui est que une fonction impaire évaluée intégrée sur un domaine symétrique donnera toujours 0 dans tous les cas. Donc là, on va se retrouver avec le premier terme qui vaut 0, et le deuxième terme qui vaut juste a fois cette intégrale dont on connaît le résultat. Donc ça va nous faire racine de lambda sur pi fois a fois le résultat qui vaut racine de pi sur lambda. Et là, vous voyez que racine de lambda sur pi fois racine de pi sur lambda, ça va venir s'annuler. Et on va simplement récupérer que la valeur moyenne de x est égale à a. Et c'est un peu la prédiction, enfin c'est exactement la prédiction qu'on avait fait, qui était de dire que si la gaussienne elle est centrée en a, automatiquement sa valeur moyenne va être égale à a. Donc il y a plein de petits guesses qu'on peut faire comme ça, quand on est habitué à manipuler certaines formes mathématiques, qui nous permettent d'anticiper un résultat et donc de se confirmer, de venir affirmer plus rapidement qu'on a fait le bon travail, qu'on a trouvé le bon résultat. Ok, second temps maintenant, ce qu'on cherche, c'est la valeur au carré, la valeur moyenne, pardon, de x carré. Donc là, on allait dans un premier temps ce truc-là. Maintenant, on va chercher la valeur moyenne de l'opérateur x carré, qui revient à calculer, du coup, de la même manière, l'intégrale de x carré exponentielle moins lambda x moins a au carré dx. Et cette chose-là, on va faire exactement pareil que tout à l'heure. On va refaire notre changement de variable u égale à x moins a. Et on va se ramener à une forme un petit peu plus facile à exploiter. Là, ça va me faire u plus a au carré exponentielle moins lambda u carré du. Et on va développer ce terme. Au passage, j'ai oublié la constante d'intégration ici, que je mets juste devant. Racine de lambda sur pi, que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Racine de lambda sur pi et racine de lambda sur pi. Autant pour moi. Ok. On va avoir du coup notre racine de lambda sur pi qui multiplie une première intégrale en u carré exponentielle moins lambda u carré du, plus une seconde qui va être égale à 2a, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de u exponentielle moins lambda u carré du, et là on le reconnaît, c'est encore cette fonction f de u qui est impaire sur cet intervalle, plus a carré, donc là c'est simplement une identité remarquable, je fais sortir les termes qui dépendent pas de u de l'intégrale, exponentielle moins lambda u carré du, de moins l'infini, a plus l'infini. Ok, super. Alors, on l'a dit, ce terme-là ici, il est égal à 0, car u exponentielle moins lambda u carré est impair. Et
cette intégrale-là, de u carré exponentielle moins lambda u carré, c'était le résultat qu'on s'était prévu au départ, qui va nous donner 1 sur 2 lambda, racine de pi sur lambda. Autrement dit, ici, on va avoir la racine de lambda sur pi en facteur de, on a dit 1 sur 2 lambda racine de pi sur lambda, plus notre terme en a carré, fois l'intégrale, donc fois racine de pi, sur lambda. Autrement dit, x carré va être égal à 1 sur 2 lambda, plus a carré. On peut déjà voir que lambda, lui, il va avoir la dimension de l'inverse du carré d'une longueur. On peut encadrer ce résultat ici, qui nous était demandé. Troisième partie de la question, on nous demande de déterminer la valeur de sigma. Alors, sigma, par définition, lui, il est construit à partir du moment d'ordre 2, la valeur moyenne de x carré, et du moment d'ordre 1 de la distribution, qui est la valeur moyenne. Plus précisément, le carré de la valeur moyenne. Ok. Donc, sigma carré, lui, il vaut le moment d'ordre 2 moins le carré du moment d'ordre 1. Donc c'est l'écart type, du moins sa racine correspond à l'écart type. Cette chose-là, c'est la variance. C'est une quantité qui est définie positive dans tous les cas, qui permet de mesurer l'étalement d'une distribution autour de sa moyenne. Ici, on a 1 sur 2 lambda plus a carré, et on va lui soustraire a au carré. Autrement dit, c'est 1 sur 2 lambda. Au passage, je fais mes lambda un petit peu bizarrement, je les fais à l'envers. J'espère que ça vous gêne pas. Ça implique que sigma soit égal à 1 sur racine de 2 lambda. Vous voyez, on retrouve bien le fait que si sigma est une longueur, lambda a bien la dimension de l'inverse d'une longueur au carré. Et on a pu déterminer notre troisième grandeur. Finalement, ce qu'on nous demande à la fin, c'est de venir dessiner le graphe de la fonction ρ de x. On peut faire peut-être par ici. Je mettrai en lien sur la vidéo, vous pourrez retrouver la correction. Comme ça, vous pourrez avoir une trace écrite de ce qui a été fait. Ce sera peut-être plus facile pour vous si vous voulez la télécharger, n'hésitez surtout pas. Ok. Donc là, dans la question C, on veut représenter ρ de x. Prenez l'habitude de dessiner ce genre de fonction, les gaussiennes, c'est assez standard. Alors, peut-être que je vais faire mon origine ici, et dire qu'on a un point A un petit peu plus loin, vers une valeur positive. Donc ici, c'est ρ de x. L'axe x, on prend une valeur A ici, en laquelle la gaussienne va être centrée. Et on va avoir quelque chose d'à peu près standard, je vais essayer de la faire un petit peu plus grosse. Ok, la gaussienne, en plus et moins l'infini, elle tend vers 0. Ici, on va avoir quelque chose qui va être centré, qui va atteindre un maximum lorsque x égale à a ici. Ce qu'on peut voir, c'est que x égale à petit a, c'est que ρ de x va être égal à grand A, et notre grand A ici, c'est en fait la racine de lambda sur pi. Donc notre maximum, il va être atteint en racine de lambda sur pi. Donc le but, c'est de la faire la plus symétrique possible.
un petit détail, c'est qu'une gaussienne bien faite, je veux dire, une gaussienne elle a pour propriété que si on se place à plus ou moins 1 sigma de chaque côté, donc ici on serait en A plus sigma, et ici en A moins sigma, on doit avoir, il me semble, si je dis pas de bêtises, 63% de l'aire de la courbe qui doit être ici. C'est des valeurs dont on peut essayer de se souvenir. J'espère que je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est 63%, à 2 sigma on doit avoir 95%, et à 3 sigma on doit avoir 99% de l'air sous la courbe. Ça, ce que ça peut vouloir dire, c'est que si on cherche l'électron entre A moins sigma et A plus sigma, en fait on a 63% de chance de le trouver à cet endroit-là. C'est ce que ça signifie. C'est valable pour une probabilité de présence ici en mécanique quantique, ça pourrait être valable pour n'importe quelle variable aléatoire qui suit une loi de distribution gaussienne. Donc là c'est juste un commentaire. L'air sous la courbe ici, donc l'intégrale de A moins sigma à A plus sigma de notre exponentielle moins lambda x moins A au carré dx fois racine de lambda sur pi, et bah ce machin-là, ça va en gros être environ égal, faut pas que je mette un égal strict, environ égal à 0,63. Ok. Ici, c'est pas très rigoureux de dire ça comme ça, mais essayez de regarder un petit peu les valeurs particulières des gaussiennes, c'est un truc qui va revenir assez fréquemment, ce 63% ici. On pourra faire une vidéo consacrée à ça. Donc ça c'est un exercice très générique comme je le disais au début, en gros l'idée c'est vraiment de vous apprendre à manipuler des densités de probabilité de présence pour des particules, dans des cas très simples, et de vous montrer que une fois que vous manipulez cette méthodologie, en fait vous pouvez la recopier à loisir sur des cas un petit peu plus compliqués, pour des particules qui suivent tout un tas de distributions possibles, qui sont prédites par l'équation de Schrödinger. Ici, on ne s'est pas du tout attardé sur l'aspect quantique de la chose, c'est vraiment de la pure manipulation mathématique, mais au moins ça vous montre la méthode.